Salut tout le monde. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Je regarde. Dites-moi si vous m'entendez bien. Oui, 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 oui. Ok, super. Donc, je masque la conversation pendant que je parle parce que sinon, ça va me déconcentrer. Et de toute manière, Sébastien, il recueillera vos questions comme on fait d'habitude pour les poser à la fin de mon introduction qui, j'espère, ne sera pas trop longue. Et je voulais simplement commencer avec un avertissement, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas prof, je n'enseigne pas, donc ce n'est pas forcément évident pour moi d'essayer d'être la plus claire. Surtout, je parle extrêmement vite de manière générale, surtout quand je m'exalte et quand je parle de révolution et de Marx, j'ai souvent tendance à m'exalter un peu, donc n'hésitez surtout pas à écrire sur le chat de la conversation si je vais trop vite. Et mes camarades de confinement me feront des signes en me disant de ralentir un peu. Bon, je voulais commencer l'introduction en disant que c'était particulièrement grisant pour moi de préparer ce cours sur la question de la révolution chez Marx, puisque, contrairement à ce à quoi on était un peu habitué, la question de la révolution redevient une question à la mode et, au-delà de ça, une perspective concrète. J'imagine que vous avez entendu, comme moi, les nombreux articles d'éditorialistes ou d'hommes politiques, y compris franchement de droite, qui s'inquiètent du déconfinement et qui s'inquiètent surtout de l'explosion sociale à venir, tant la crise qu'on est en train de traverser, elle révèle des contradictions du système qui se sont accumulées toutes ces dernières décennies. Et donc, dans un moment où on assistait déjà à un grand retour de la lutte de classe, comme on l'écrivait en France, évidemment, avec le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi l'énorme bataille de l'hiver dernier, la grève historique contre la réforme des retraites, mais aussi un retour de la lutte de classe à l'échelle internationale. Et dans ce contexte-là, il apparaît de nouveau possible, voire probable, qu'il y ait de nouveaux affrontements de lutte de classe qui débouchent, y compris en situation révolutionnaire. Et partant de là, il me semble que la question que tout militant révolutionnaire devrait se poser, ou en tout cas selon moi, c'est de savoir comment faire en sorte que ces situations d'explosion sociale, elles se transforment en manière. Il ne s'agissait pas pour moi d'essayer de préparer un cours à froid ou simplement pour vous cultiver et parler de révolution chez Marx comme quelque chose du passé, mais pour essayer de voir comment puiser chez Marx des outils pour penser et surtout pour s'organiser concrètement pour la révolution aujourd'hui. Ce d'autant plus que dans le contexte de crise mondiale que je rappelais, la France pourrait bien être un foyer particulier de lutte, comme c'était déjà le cas au temps de Marx, comme on va le voir, puisque Marx et Engels, ils le répétaient, la France, c'est un pays avancé de la lutte de classe, où les luttes entre les classes, elles atteignent un degré particulièrement aigu, particulièrement profond. Bon, et on espère que ce soit encore le cas aujourd'hui. Donc voilà, pour rentrer plus dans le vif du sujet et pour éviter tout malentendu, je précise d'emblée qu'il n'existe pas chez Marx de manuel de la Révolution, au sens où il n'existe pas de théorie systématique de la Révolution. C'est en quelque sorte un paradoxe, puisque cette question de la Révolution, elle est omniprésente dans les très très nombreuses contributions théoriques, politiques et journalistiques de Marx, qui sont vraiment énormes, enfin très très nombreuses. On n'a même pas fini de tout traduire en français aujourd'hui de son œuvre. Donc pas de théorie systématique de la Révolution, mais plutôt une constellation d'éléments théoriques, un cheminement de pensée qui va être ponctué de grands moments ou de bouleversements, où Marx va revenir sur ce qu'il a écrit, il renoue les fils de sa pensée, etc., se corrige, généralise des choses, et on va le voir, ces grands moments de pensée, ils sont le plus souvent provoqués par des expériences concrètes de la lutte de classe, et je m'arrêterai en particulier sur l'expérience des révolutions de 1848 et sur celle de la Commune de Paris en 1871. Bon, et j'espère démontrer au passage dans mon exposé, même si ce n'est pas le but directement, mais de montrer que le marxisme, ça n'a rien d'une pensée figée ou dogmatique, comme souvent on peut l'entendre par ceux qui ne connaissent pas ou qui ont envie de condamner le marxisme, mais qu'au contraire, le marxisme, c'est des allers-retours permanents entre la théorie et la pratique, et notamment la pratique, les expériences du mouvement ouvrier révolutionnaire qui, à l'époque de Marx, est en train de se former. Bon, je commence. Les premières hypothèses qui vont être formulées par Marx sur la révolution à venir, c'est celle de sa jeunesse, c'est-à-dire grosso modo les années 1840. À cette époque,
à cette époque, Marx vient de terminer sa thèse de philosophie et c'est le moment où il envisage encore une carrière universitaire dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Allemagne, qui à l'époque est un ensemble d'États indépendants qu'on appelle la Confédération germanique, mais je vais dire Allemagne pour faire plus simple. Et donc, à l'époque, Marx, il a déjà des positions radicales, surtout pour son temps, mais il n'est pas encore communiste, il ne se dit pas encore marxiste, ce n'est pas le Marx auquel on a l'habitude d'être confronté. C'est plutôt un démocrate radical et qui va se radicaliser progressivement. La première question que Marx se pose à l'égard de la Révolution, c'est celle de savoir quelle est la nature de la Révolution à venir. Bon, dans les milieux démocratiques et progressistes de l'époque, le débat est pas mal polarisé par la Révolution française de 1789, dans la mesure où elle exerce une très grande influence. Elle incarne notamment l'émancipation politique par rapport à la société féodale. Et il faut imaginer que dans la majorité des pays à ce moment-là, des pays européens en tout cas proches de Marx, et en particulier là où Marx habite, c'est toujours une société féodale, donc avec ses ordres, l'absence de toute liberté démocratique de base, les liens officiels entre l'État et l'Église, la censure de la presse, etc., etc. Et donc face à ça, la Révolution française incarne au contraire des idées modernes, progressistes, comme la liberté de la presse, de conscience, l'égalité en droit, etc., etc. Bon. Le grand mérite de Marx à cette époque, ça va être de comprendre quelque chose d'absolument fondamental au sujet de la Révolution française, à savoir que c'est une révolution bourgeoise. Il va notamment formuler une critique des limites de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que vous connaissez. C'est un texte qui fait en quelque sorte figure de texte iconique de la Révolution française, et que Sébastien, d'ailleurs, t'étais revenu dessus à la première séance, et l'idée fondamentale à laquelle arrive Marx, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre l'émancipation politique, c'est-à-dire le fait d'être considéré comme égaux en droit, et l'émancipation humaine, l'émancipation matérielle, l'émancipation pour de vrai, on pourrait dire. C'est-à-dire, par exemple, le droit de vivre dignement et pas simplement de survivre. Bon. Même si la République moderne, elle déclare égaux en droit les citoyens, il suffit de jeter un coup d'œil à la réalité, dit Marx, pour voir qu'il s'agit d'une égalité formelle, une égalité à géométrie variable, il va dire, puisque suivant la classe sociale à laquelle on appartient, on n'a pas du tout la même situation. Par exemple, entre le patron d'une manufacture qui a le droit de vote, le temps de se réunir, les moyens d'avoir un journal, etc., et un ouvrier qui meurt beaucoup plus tôt, vit sous la menace permanente de perdre son travail, donc son salaire, etc., on voit bien que c'est des situations qui n'ont rien à voir, malgré le fait d'être égaux en droit formellement, quoi. Bon. L'intuition de Marx à cette époque, donc c'est-à-dire dans les années 1842-43, c'est que ce qui est à l'origine de cette inégalité structurelle entre les hommes, c'est la question de la propriété privée. Et c'est d'ailleurs un des principaux droits consacrés par la Déclaration universelle, etc. Donc, je précise d'emblée que Marx ne va pas critiquer la propriété des biens de consommation, c'est-à-dire le fait de posséder son logement, sa voiture aujourd'hui, ses biens personnels, etc., mais des moyens de production. Les moyens de production, je définis rapidement, comme ça après je vais beaucoup m'appuyer là-dessus. Les moyens de production, c'est les usines, les entreprises, les machines, le savoir, la terre, bref, tout ce dont se sert la société pour reproduire ces moyens d'existence. Bon, et Marx dira que ce droit à la propriété privée des moyens de production, c'est rien d'autre qu'un droit d'exploiter ceux qui en sont privés. Et c'est d'ailleurs cette intuition politique qui n'est pas forcément formulée aussi précisément dans la jeunesse de Marx, mais qui existe, qui va être par la suite démontrée beaucoup plus scientifiquement dans les recherches et le travail de rédaction du Capital notamment, et de sa critique de l'économie politique d'une manière générale, sur laquelle Sébastien est revenu à la deuxième séance. Donc, Marx, à ce moment-là, va commencer à formuler des hypothèses qui vont l'amener à rompre avec la plupart des démocrates de son époque, et il arrive notamment à plusieurs idées. La première, c'est que pour être véritablement radical, la révolution à venir ne pourra pas se contenter d'une répétition à l'identique de la Révolution française de 1789, dont il a montré les limites. Il va formuler l'idée que pour en finir avec l'exploitation, la révolution va devoir poser la question de
la socialisation des moyens de production, c'est-à-dire le fait de retirer des mains d'une minorité les moyens de production pour les mettre dans les mains de tous. C'est-à-dire que la révolution à venir ne pourra pas simplement s'arrêter à des revendications démocratiques, mais devra avoir des revendications sociales très avancées. Et enfin, l'idée que la seule classe sociale qu'il estime capable de pouvoir porter cette révolution radicale, sociale, etc., ça ne peut être que la classe ouvrière qui, par ailleurs, est en train de commencer à se mobiliser un peu partout en Europe. Je n'ai pas le temps de développer plus sur ce premier moment du cheminement théorique et politique de Marx, mais c'est grosso modo ce qu'on a appelé la jeunesse de Marx, Marx jeune, pas simplement dans un sens biologique, mais y compris pour désigner le fait que Marx n'est pas encore arrivé au Marx plus mature, enfin que ses idées ne sont pas encore parvenues à la maturité. Et bon, sans rentrer dans le détail, parce que c'est un débat qui a animé beaucoup de marxistes contemporains, mais je ne pense pas qu'il faudrait jouer un jeune Marx contre un vieux Marx, mais plutôt qu'il faut voir comment envisager son œuvre comme un cheminement dans lequel on voit des fils de pensée se dénouer, se renouer, etc. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant parfois de voir les intuitions qu'a Marx jeune et comment est-ce qu'il va les peaufiner, les corriger. Si ça vous intéresse de creuser sur ce moment-là, vous pouvez aller lire ces textes donc, des années 1842 à 1844, et notamment, par exemple, le texte assez connu sur le vol de bois, son texte sur la question juive, ou encore son introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel, qui est un titre assez barbare, mais l'introduction est assez accessible. Et en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un premier moment de rupture dans le parcours théorique et politique de Marx, puisque c'est le moment où il va définitivement rompre avec ses anciennes positions et avec ses anciens camarades de pensée. C'est aussi à cette époque-là, donc autour des années 1843-44, qu'il va être contraint de quitter la Rhénanie, la région où il est de la Confédération germanique, après l'interdiction de la publication de sa revue, de son journal qui s'appelait la Gazette rhénane, et qu'il part s'exiler et s'installer à Paris. À son arrivée à Paris, Marx va publier un texte que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les manuscrits de 44. C'est un texte dans lequel on commence à se dessiner le Marx marxiste, entre guillemets, qu'on a plus l'habitude de côtoyer. Et c'est notamment le moment où il va poser de manière beaucoup plus frontale et beaucoup plus explicite la question du prolétariat, qui était déjà présent dans certains de ses textes auparavant, mais qui va le réfléchir beaucoup plus, et notamment de la question de l'aliénation au travail, qui est la conséquence du travail soumis à des rapports d'exploitation, comme dans la société de classe. Et c'est notamment là qu'apparaît pour la première fois l'idée de communisme comme horizon de dépassement de cette aliénation au travail et de cette société de classe. Voilà. Donc, à partir de ces années 1844 et en suivant, Marx va être directement au contact du mouvement ouvrier révolutionnaire, qui est donc déjà, comme je le disais, en pleine ébullition, et il fréquente notamment à Paris les réunions politiques des émigrés tisserands allemands. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que ces années de jeunesse sont celles d'un passage d'un communisme philosophique, c'est-à-dire relativement abstrait, comme je le disais, à un communisme prolétarien, c'est-à-dire un communisme davantage lié au mouvement ouvrier concret, réellement existant, qu'il va côtoyer. À partir de ce moment-là, Marx, en lien avec Engels, qui est son grand acolyte et qu'il va rencontrer à ce moment-là, ne vont cesser de se mettre à l'école des insurrections réelles, c'est-à-dire en les analysant, en s'y tenant au plus près, en y participant, etc. etc. Bon. Une fois installé à Paris, Marx va publier le manifeste du Parti communiste avec Engels. Ils vont le publier quelques semaines avant février 1948. C'est un moment très important du parcours théorique de Marx dans lequel il va préciser ses hypothèses concernant la révolution à venir. Et je propose qu'on s'y arrête un instant ensemble. Bon, déjà, il faut savoir que le manifeste du Parti communiste, il occupe une place à part dans l'œuvre de Marx pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est en raison du statut du texte, c'est-à-dire que le texte, c'est un texte d'intervention politique et programmatique qui a y compris été commandé directement par ce qu'on appelle la Ligue des communistes, qui est l'organisation internationale
marxiste, on pourrait dire, de l'époque, même si le terme de marxiste n'est pas usité à ce moment-là. Donc, un texte d'intervention politique qui entend, comme le rappelle l'introduction du texte, qui entend exposer ouvertement et à la face du monde entier les manières de voir, les buts et les tendances des communistes. La deuxième raison pour laquelle le manifeste est un texte particulièrement important, c'est qu'il va avoir un impact absolument énorme, une très très grande influence, alors pas directement à sa publication, mais par la suite. Et aujourd'hui encore, c'est le deuxième livre le plus lu, le plus commenté et le plus traduit au monde. Donc c'est absolument considérable. Et c'est un texte qui va évidemment, de ce fait-là, profondément marquer le mouvement ouvrier international. Et enfin, la troisième raison pour laquelle c'est un texte qui est assez, qui occupe une place à part, c'est que y compris Marx et Engels considèrent eux-mêmes que c'est un texte de référence, puisqu'ils vont sans cesse revenir sur ce texte pour essayer d'évaluer et de passer au crible de la réalité les hypothèses et les thèses qu'ils ont formulées en le rédigeant au début, quoi, et qu'ils vont y compris le corriger, etc. Donc, un texte de référence. Bon, c'est par ailleurs un texte qui est, comme je viens de le dire, absolument fondamental. Il a la chance d'être assez accessible et assez synthétique, puisque c'est un texte qui est censé circuler beaucoup, etc., et y compris être lu par les ouvriers, etc., qui sont en train de se mobiliser. Mais c'est un texte qui est quand même assez dense, puisqu'il concentre en lui beaucoup, voire toutes les idées centrales, les thèses centrales de Marx et d'Engels à ce moment-là. Sébastien, il est déjà revenu sur plusieurs de ces thèses politiques et donc je ne vais évidemment pas revenir sur tout, mais je voudrais attirer votre attention sur deux idées qui sont liées entre elles et qui sont très importantes pour la question qui nous occupe ce soir, c'est-à-dire la question de la révolution. La première idée, c'est que la lutte de classe n'est pas réductible à la lutte économique, mais que la lutte de classe débouche nécessairement sur une lutte politique. Ça veut dire que pour s'affronter à la bourgeoisie, les travailleurs ne peuvent pas simplement mener une lutte économique, c'est-à-dire lutte économique, on entend défense des salaires, des conditions de travail, etc., mais ils doivent être capables de formuler un programme offensif pour disputer le pouvoir politique de la bourgeoisie. C'est une idée qui ne va pas de soi à l'époque, et peut-être aujourd'hui on verra dans la discussion, qui ne va pas de soi à l'époque, puisque plusieurs courants socialistes français défendent l'idée, au contraire, que les ouvriers ne doivent pas faire de politique, ils doivent simplement limiter leur action à une intervention syndicale sur leur lieu de travail. Et en formulant cette hypothèse, Marx va y compris polémiquer avec ces courants-là en disant les luttes économiques, évidemment, c'est fondamental, mais ça ne permet pas à elles seules, elles ne permettent pas de dépasser l'état de division de la classe ouvrière et donc de penser l'affrontement avec la bourgeoisie qui est relativement unifiée, centralisée. La deuxième idée fondamentale du manifeste concernant la révolution et qui découle en fait directement de cette première idée que je viens de dire, c'est l'idée que la révolution sociale débute nécessairement par un acte de conquête du pouvoir politique. Donc là, je vais m'appuyer sur une citation qui est un extrait, et je vous renvoie y compris à la bibliographie qu'on vous a envoyée, puisque c'est l'extrait numéro 1. Je ne vais pas tout lire, je lis juste une partie qui m'intéresse. Donc je cite. Le premier pas des ouvriers dans la Révolution, c'est le prolétariat s'érigeant en classe dominante, la conquête de la démocratie. Le prolétariat utilisera sa domination politique pour arracher peu à peu à la bourgeoisie tout capital, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante. Fin de la citation. Bon, c'est un passage qui est très dense, y compris, je lèverai certaines ambiguïtés au fil de l'introduction, mais on voit que par rapport aux hypothèses que Marx formulait dans la jeunesse et que je rappelais tout à l'heure, ces idées se sont précisées, puisque à partir de là, la prise du pouvoir politique, c'est cette prise du pouvoir politique qui rend possible la socialisation des moyens de production et la fin des rapports d'exploitation de la société de classe. Bon. Cette idée de conquête du pouvoir politique, elle est très importante et c'est, je le disais tout à l'heure, une manière de répondre aux courants socialistes de l'époque qui rejettent toute action politique et qui vont envisager la question de la transformation sociale, soit par des moyens pacifiques, soit par des petites expériences de communautés localisées, minoritaires, mais sans penser l'affrontement avec le pouvoir de la bourgeoisie. Et si ça vous intéresse, la troisième partie ou séquence, je ne sais plus
comment ça s'appelle, du manifeste du Parti communiste est dédié à la discussion et au débat avec les autres courants socialistes de l'époque, dans laquelle Marx fait sa polémique. Pardon. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un moment important de l'élaboration de Marx où où la question de la prise du pouvoir est posée de manière beaucoup moins abstraite qu'avant. Mais la question qu'on peut toujours se poser à ce moment-là et qui n'est pas tranchée par le manifeste, c'est de savoir si pour conquérir ce pouvoir politique, la classe ouvrière peut utiliser ou non la machine d'État moderne. Et cette question, c'est les révolutions de 1848 et en particulier l'écrasement de la révolution de juin 48, mais aussi le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte en décembre 1851, qui vont fournir à Marx et à Engels les matériaux pour répondre à cette question. Donc, tout au long de la première moitié du XIXe siècle, la France va connaître une succession de régimes politiques. Et après la République, on assiste à une restauration de la monarchie, etc. Et c'est important de retenir l'idée qu'à cette époque, même si je ne peux pas revenir sur tous les détails évidemment, mais à cette époque, la bourgeoisie française est divisée par des luttes intestines. Et il y a plusieurs courants au sein de la bourgeoisie, entre des courants qui veulent un retour à une monarchie, donc c'est les courants monarchistes qui eux-mêmes sont divisés en deux branches, je ne reviens pas dessus, et le courant républicain qui souhaite la mise en place d'une république parlementaire et qui est encore l'aile plus minoritaire de la bourgeoisie. Bon, à cette époque-là, Marx va écrire deux brochures, deux ouvrages qui vont rester célèbres, Les luttes de classe en France et Le 18 Brumaire, de Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est donc deux textes qui sont écrits dans le feu des événements et qui sont, y compris, une première tentative d'appliquer, une première tentative de Marx d'appliquer son matérialisme historique, c'est-à-dire sa conception de l'histoire, sa philosophie de l'histoire à l'épreuve de la réalité. Et c'est des textes qui sont absolument ils sont hyper intéressants et ça permet de comprendre hyper profondément la situation politique de manière très fine, très profonde, quoi. Donc je vous les recommande. Pour comprendre les idées auxquelles Marx arrive à ce moment-là, il faut que je reparte rapidement du contexte historique. Bon, en février 48, vous le savez sûrement, il y a une révolution a lieu. C'est une révolution qui va être portée à la fois par l'aile républicaine de la bourgeoisie et à la fois par le peuple de Paris, c'est-à-dire le prolétariat et une partie de la petite bourgeoisie. La deuxième république est proclamée et un gouvernement provisoire est mis en place à ce moment-là qui, d'une certaine manière, reflète un certain compromis entre les classes sociales, puisque aux côtés de ministres bourgeois ou de la petite bourgeoisie, on va trouver des représentants de la classe ouvrière, comme par exemple Louis Blanc, qui est peut-être un nom que vous avez déjà entendu. La révolution de février 48, elle se fait au nom de la République, mais derrière cette revendication, on trouve en réalité des aspirations qui sont très différentes. Puisque si pour la bourgeoisie républicaine, la République, ça signifie surtout la fin de la suprématie politique de la bourgeoisie financière, c'est-à-dire du courant qui était au pouvoir sous la monarchie de Juillet, pour le prolétariat, la République est synonyme de République sociale. Autrement dit, les travailleurs ont des aspirations sociales qui sont beaucoup plus avancées que celles de la bourgeoisie, comme par exemple la réduction de la journée de travail. Et entre février et juin, la bourgeoisie, donc, qui s'était appuyée sur une alliance avec le prolétariat pour faire la révolution et proclamer la République, va progressivement renoncer à toutes les promesses de réforme sociale qu'elle avait formulées, et donc la classe ouvrière va se mobiliser de façon indépendante de la bourgeoisie, et y compris les travailleurs de Paris, vont refaire une révolution en juin, seuls cette fois-ci, et cette révolution va être brutalement écrasée dans le sang par la bourgeoisie au pouvoir. Et du coup, c'est très important de comprendre que juin 48, ça va marquer un grand tournant dans la lutte de classe. Et c'est à partir de ce moment-là que Marx comprend qu'il est impossible pour les travailleurs de s'allier avec la bourgeoisie, y compris donc avec les courants progressistes et républicains, puisque devant la menace révolutionnaire, la bourgeoisie ne va pas hésiter une seule seconde à
réprimer les ouvriers dans le sang, alors même que ça avait été ses alliés de la veille, et y compris quelques mois plus tard, elle ne va pas hésiter à s'allier avec ses adversaires de la veille, donc les courants monarchistes de la bourgeoisie, pour rendre possible le coup d'État bonapartiste de Louis-Napoléon Bonaparte. Je n'ai pas le temps de revenir plus là-dessus, mais je rappelle, comme disait Seb, qu'il y aura une séance dédiée sur les révolutions de 48 dans le cycle Histoire des révolutions avec notre camarade Steven. Bon. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et la proclamation du Second Empire, ça va être l'occasion pour Marx d'approfondir et d'examiner beaucoup plus profondément le développement de l'État moderne. Derrière la succession des divers régimes politiques et des formes de l'État que je rappelais tout à l'heure, Marx va révéler une histoire et un développement beaucoup plus profond et va surtout montrer qu'il existe une continuité par-delà les différentes formes et les différents régimes de la bourgeoisie. Autrement dit, la bourgeoisie, dit Marx, n'a pas cessé de construire et de renforcer l'État moderne depuis sa formation sous l'Ancien Régime jusqu'à l'Empire des années 1850, jusqu'à ce que cet État moderne devienne une vaste machine bureaucratique et militaire, c'est une expression de Marx, et il va notamment défendre à ce moment-là une idée qui est restée célèbre, à savoir que, je cite, dans le passé, toutes les révolutions n'ont fait que perfectionner la machine d'État. Et donc c'est intéressant parce que ces années politiques, ça va être l'occasion d'un pas en avant énorme dans la caractérisation de l'État chez Marx et d'une manière générale chez les marxistes, et la formulation de ce que doivent être du coup les tâches des révolutionnaires par rapport à l'État. Contrairement aux visions dominantes, et on pourrait penser qu'elles soient de nature philosophique, politique ou religieuse, l'État, dit Marx, ça n'est pas un appareil neutre, intemporel, qui plane au-dessus de la société. L'État, c'est au contraire un produit de la lutte de classe et un instrument de cette lutte de classe. D'ailleurs, l'État, ça n'a pas toujours existé. Ça apparaît historiquement à partir du moment où la société, elle commence à se diviser en classes sociales. C'est donc un outil d'oppression d'une classe sur une autre. Et c'est pourquoi l'armée et la police, c'est-à-dire les appareils de répression, c'est les éléments les plus déterminants de ce pouvoir d'État. Quand Marx dit que l'État moderne et ses institutions n'ont été que perfectionnées par la bourgeoisie tout au long de son développement, il montre notamment qu'il y a un renforcement des dimensions répressives de l'État, et la conclusion absolument centrale et déterminante qu'il faut retenir de ces années-là, c'est que l'État ne peut pas être récupéré par la classe ouvrière pour son propre compte. L'État moderne doit être brisé, doit être détruit. C'est la conclusion politique à laquelle arrive Marx. Et si on revient à la formulation du manifeste, la citation que je disais tout à l'heure sur le fait de la nécessité de conquérir le pouvoir politique, on voit bien que la conquête du pouvoir politique, ça n'a rien à voir avec le fait de gagner des élections, par exemple. Mais qu'au contraire, cette prise du pouvoir, elle est envisagée comme quelque chose de violent, en tout cas au sens où ça opère une rupture avec les formes et les institutions du pouvoir d'État moderne, c'est-à-dire du pouvoir d'État bourgeois. C'est donc une avancée importante par rapport aux thèses qui étaient formulées et annoncées dans le manifeste du Parti communiste et qui vont permettre une réévaluation des hypothèses de Marx et d'Engels. La révolution prend à partir de ce moment-là un double sens. Premièrement, celui de la conquête du pouvoir politique par les travailleurs, donc ça je le disais déjà au moment du manifeste, mais deuxièmement, celui de la destruction de la machine d'État bourgeois moderne. Cette question et cette conception marxiste de l'État et des rapports donc à avoir avec lui, c'est une question qui va prendre une place croissante à partir du moment où Marx le formule et jusqu'à aujourd'hui. Et Lénine dira quelques décennies après Marx que l'État, c'est la question au cœur de tous les problèmes politiques et de toutes les controverses politiques de notre temps. C'est une question qui est centrale. Bon. Si Marx et Engels ils avancent, il y a un aspect de la question qui reste encore irrésolu au seuil des années 1850, c'est la question de par quoi remplacer la machine d'État bourgeois qui va être détruite. C'est notamment l'expérience de la Commune de Paris qui va permettre à Marx de répondre à cette question, mais aussi de parfaire sa théorie de la révolution. Et donc, c'est le troisième grand moment du cheminement théorique de Marx sur cette question de la révolution. Bon. Le Second Empire dont je parlais tout à l'heure va être défait en 1870,
suite à la guerre avec la Prusse, et une république lui succède. Là aussi, un gouvernement provisoire est mis en place sous la direction de Thiers. On en a parlé jeudi dernier à l'occasion de la séance sur la Commune. Vous vous rappelez que le principal problème pour la bourgeoisie et pour le gouvernement provisoire à ce moment-là, c'est que le prolétariat de Paris est armé du fait du rôle qu'il a dû jouer dans la défense de Paris face aux troupes de Bismarck, c'est-à-dire aux troupes de la Prusse. Bon, sans rentrer dans le détail, c'est à la suite d'une tentative échouée du gouvernement provisoire de désarmer les ouvriers révolutionnaires de Paris qui va précipiter la révolution des ouvriers parisiens et la proclamation de la Commune de Paris. C'est important de noter qu'il s'agit de la première révolution victorieuse de la classe ouvrière à l'échelle internationale. Et une fois de plus, c'est à chaud que Marx va étudier et va tenter d'enregistrer l'histoire qui est en train de se faire en publiant une brochure La guerre civile en France, qui va être publiée quelques jours seulement après la semaine sanglante qui va mettre fin à l'expérience de la Commune et qui est là encore un texte absolument génial que je recommande et qui n'est pas très long. Bon. Ce que Marx va formuler, c'est que par son existence même, la Commune de Paris représente une expérience historique d'une portée immense, un pas en avant pour la révolution prolétarienne universelle, au point où Marx et Engels vont juger nécessaire d'apporter une correction au manifeste du Parti communiste, qui va être réédité l'année qui suit l'expérience de la Commune de Paris, et la correction qu'ils apportent, c'est, je cite, « La Commune de Paris a démontré que la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle la machine de l'État et de la faire fonctionner pour son propre compte. La Commune de Paris est la forme politique enfin trouvée de l'émancipation au travail. » Bon, cette forme, quelle est-elle? Dans la guerre civile en France, Marx va montrer, va souligner quelles sont les principales avancées, les principaux décrets qui sont pris par la Commune. Le premier décret, qui est pris par la Commune, c'est la suppression de l'armée permanente et le remplacement par le peuple en armes. C'est une mesure qui est fondamentale dans la mesure où, si on est cohérent avec la conception marxiste de l'État que je rappelais tout à l'heure, les forces de répression sont le bras armé de la classe au pouvoir, donc de la bourgeoisie, et en faisant leur révolution, les travailleurs doivent absolument se doter et opposer à la bourgeoisie leurs propres forces, le prolétariat, le peuple en armes. Le deuxième décret de la Commune va être la suppression de l'Assemblée et du gouvernement et leur remplacement par l'élection de conseillers qui sont issus directement dans leur majorité de la classe ouvrière et surtout qui vont être élus au suffrage universel, des élus qui doivent rendre des comptes devant la population et qui sont révocables à tout moment. Le troisième décret, et qui est directement lié avec le précédent, c'est la fin des privilèges des élus et leur rétribution par un salaire d'ouvrier. Autrement dit, ce qui est à l'œuvre dans la Commune, c'est la suppression, c'est la fin du parlementarisme. Ça ne veut pas dire que le suffrage universel est supprimé, il est maintenu, ni même que les organismes de représentation sont supprimés, mais c'est la fin de l'Assemblée parlementaire comme corps spécial, comme situation privilégiée, dit Marx, et la transformation des organismes de représentation en organes réellement démocratiques, c'est-à-dire contrôlés par la population et révocables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en mettant en place des nouvelles institutions, la Commune est l'expression d'un pouvoir qui va être radicalement différent et radicalement nouveau. Son secret, dit Marx, c'est d'être essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière. Le produit de la lutte de classe des producteurs contre la classe des accapareurs, la forme politique enfin découverte sur laquelle on pouvait réaliser l'émancipation économique du travail. Je lisais une citation. Et Lénine, qui va écrire un texte quelques décennies plus tard qui s'appelle « L'État et la Révolution », si je le trouve. C'est pas ça mon édition, mais bref. Lénine donc écrira quelques années plus tard que la Commune semblait avoir remplacé la machine d'État brisée en instituant une démocratie simplement plus complète. Or, en réalité, ce simplement représente une œuvre gigantesque, le remplacement d'institutions par d'autres foncièrement différentes. La démocratie de bourgeoise devient prolétaire, d'État, c'est-à-dire de pouvoir spécial destiné à mater une classe déterminée, elle se transforme en quelque chose qui n'est déjà plus, à proprement parler, un État.
Là encore, c'est intéressant de voir que Marx n'invente rien, qu'il ne découvre rien, mais qu'il se met à l'école de la réalité et en l'occurrence de la Commune de Paris, comme il l'a fait pour chacun des grands mouvements de la classe des opprimés. Pour autant, si l'expérience de la Commune, c'est un pas en avant pour la lutte de classe et la classe ouvrière internationale, il en demeure pas moins que sa défaite et sa répression sanglante doivent être analysées et comprises en profondeur. Pour Marx, concrètement, c'est le refus des communards de marcher sur la bourgeoisie et le gouvernement qui s'était retranché à Versailles et le refus des communards de réquisitionner les stocks d'or qui étaient à la Banque de France et qui donc sont restés dans les mains de la bourgeoisie, qui va lui coûter la vie. Autrement dit, en refusant d'aller jusqu'au bout, la Commune n'a pas réussi à empêcher la bourgeoisie et la contre-révolution d'écraser la révolution. Marx va tirer des enseignements précieux de cette expérience-là, et notamment l'idée qu'il ne suffit pas de prendre le pouvoir des mains de la bourgeoisie, mais qu'il faut pouvoir le garder. Et c'est la seule manière, en gardant ce pouvoir, de défendre la révolution, mais aussi de l'étendre. Puisque, vous le savez, une des raisons aussi l'isolement de la Commune de Paris était aussi un des facteurs de sa défaite. Et il y a besoin de s'organiser pour défendre la révolution, puisque la bourgeoisie va rassembler ses forces à l'échelle nationale pour organiser la contre-révolution et reprendre le pouvoir, mais y compris, elle va s'organiser à l'échelle internationale, puisque les bourgeoisies des autres pays n'ont aucun intérêt à ce que la révolution sociale ait lieu dans un pays. Et ce qui est absolument fou et ce qu'il faut retenir, c'est que la bourgeoisie et le pouvoir en place en Prusse, qui pourtant était en guerre avec la France, va s'allier avec la France pour réprimer la Commune de Paris et, par exemple, va relâcher plus de 100 000, je crois, prisonniers politiques qui avaient été faits pendant la guerre pour mater la révolution parisienne. Bon, j'évoque simplement le fait que l'expérience de la Commune va donner lieu à une multiplicité d'interprétations au sein du mouvement ouvrier, et notamment au sein de ce qu'on appelle la première internationale, la première organisation internationale des travailleurs, l'AIT, et que, vous le savez peut-être, en 1872, l'AIT va se diviser entre, d'une part, les anarchistes, qui sont notamment organisés autour de Bakounine, et les marxistes. Et les deux questions qui vont cristalliser les désaccords à l'origine de cette scission, c'est précisément la nécessité de prendre le pouvoir politique, de détruire la machine d'État bourgeois, et la question du parti, sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir tout de suite, mais qu'on pourra discuter plus tard. Après la défaite de la Commune de Paris, Marx et Engels vont s'engager dans une lutte politique avec les courants anarchistes. Pour comprendre rapidement les termes du débat, Marx dira que les marxistes et les anarchistes sont d'accord sur le but final, c'est-à-dire sur la perspective de la disparition de l'État, mais chez les anarchistes, cette condamnation de l'État ne repose pas sur une compréhension matérielle, scientifique des conditions de possibilité de l'État, et c'est une condamnation qui, du coup, est essentiellement morale et surtout impuissante. Par exemple, les anarchistes défendent la perspective de l'abolition de l'État comme réponse au problème de l'État, mais Marx dira on ne peut pas abolir l'État bourgeois simplement par décret. Et donc, il va poser la question aux anarchistes de savoir est-ce qu'en prenant le pouvoir, les ouvriers ils doivent déposer les armes à leurs pieds ou est-ce qu'ils doivent s'organiser pour garder le pouvoir. Il y a une citation assez connue d'Engels à ce moment-là qui dit est-ce que la Commune de Paris aurait pu se maintenir plus d'un jour si elle ne s'était pas servie de l'autorité d'un peuple en armes contre la bourgeoisie? Ne pouvons-nous pas, au contraire, la blâmer d'en avoir fait trop peu usage? Bon, si je synthétise les idées essentielles auxquelles donc arrive Marx à l'issue des années 1870, et qui sont en quelque sorte l'aboutissement de sa théorie de la révolution, je dirais que, ce qu'on disait tout à l'heure, dans la lutte contre la domination de la bourgeoisie, les travailleurs doivent conquérir le pouvoir politique. 2, cette conquête du pouvoir politique ne peut pas se faire de l'intérieur de l'État moderne, mais en détruisant l'État moderne. Et 3, la révolution doit être capable de se défendre des offensives de la contre-révolution. Autrement dit, la révolution, c'est à la fois un acte, la prise du pouvoir, mais c'est aussi un processus qui commence par la destruction de l'État bourgeois, des rapports de propriété, etc., et de l'exploitation en général. Bon. L'enjeu qui se trouve derrière les hypothèses stratégiques de Marx et d'Engels et derrière la polémique qu'ils ont avec les anarchistes, et l'idée avec laquelle je voudrais terminer, c'est qu'il n'est pas possible d'envisager l'avènement d'une société communiste, c'est-à-dire une société débarrassée des classes sociales, de l'État, de l'exploitation et de l'oppression,
Il n'est pas possible donc d'envisager l'avènement de cette société communiste sans se donner les moyens de penser une transition révolutionnaire, c'est-à-dire les moyens d'y arriver depuis le sol concret de la société capitaliste. Cette transition révolutionnaire, elle est nécessaire puisque, encore une fois, la guerre de classe ne prend pas fin immédiatement après la prise du pouvoir par le travailleur, mais qu'au contraire, comme je le disais, la bourgeoisie s'organise, rassemble ses forces, etc. Et donc, c'est une question de vie ou de mort pour le prolétariat, la classe ouvrière, de pouvoir penser cette transition. Cette période de transition, chez Marx et Engels, c'est ce qu'ils appellent la dictature du prolétariat ou encore la dictature révolutionnaire de la classe ouvrière. Jusqu'ici, j'ai volontairement évité cette formule, alors même qu'elle peut être considérée, à mon avis, comme la formule qui exprime le mieux la synthèse et l'aboutissement de la conception de la révolution chez Marx. Et si je ne l'ai pas utilisé, bien sûr, c'est parce que utiliser le terme de dictature, ça n'est pas anodin aujourd'hui et que ça demande à être tout de suite précisé. Alors que ce que je voudrais surtout, c'est que vous reteniez l'idée qui est derrière. Le terme de dictature, donc, ne renvoie pas à la même chose du temps de Marx qu'aujourd'hui, et notamment après l'expérience du XXe siècle, du stalinisme, etc. Mais au contraire, du temps de Marx, c'est un terme qui est emprunté au vocabulaire du droit romain, qui s'oppose à la tyrannie, et qui exprime, qui désigne un pouvoir d'exception mandaté, limité dans le temps, et chargé de faire face à une situation d'urgence. Et cette idée d'un pouvoir mandaté, temporaire, chargé de faire face à une situation d'urgence, c'est assez représentatif en réalité de ce que Marx et Engels appellent la transition révolutionnaire de la société. Et cette idée de la transition révolutionnaire, de la dictature du prolétariat, c'est l'idée qui va être la plus oubliée ou la plus dénaturée par la suite et qui constitue pourtant l'aboutissement de la théorie de la révolution chez Marx. Pour Marx, la dictature du prolétariat, ça s'oppose à la dictature de la bourgeoisie. C'est donc la forme la plus aboutie de la démocratie dans une société de classe, puisque c'est l'expression du pouvoir de la majorité sur la minorité. Et c'est pour ça que la dictature du prolétariat, ça n'est plus tout à fait un État, puisque sa mission et sa fonction, ça n'est pas de contraindre le reste de la société pour maintenir des rapports d'exploitation, mais au contraire, c'est de libérer et d'émanciper la société. Engels dira par exemple, regardez la commune, c'était ça, la dictature du prolétariat. Cet état de transition est voué à s'éteindre et à disparaître, et c'est pour ça qu'il s'agit bien d'une transition. L'expropriation des moyens de production et leur socialisation préparent la disparition des classes sociales et donc la disparition du pouvoir politique comme expression d'une domination de classe. À partir du moment où il n'existe plus de classe sociale, il n'y a plus besoin d'un État pour exercer la domination sur le reste de la société. Et Marx dira, je cite, « Lorsque le prolétariat abolit par la violence les anciens rapports de production, il abolit du même coup les conditions d'existence de l'opposition de classe, des classes en général, et par suite de sa propre domination de classe. » C'est une citation qui fait vriller un peu la tête. C'est de toute manière une idée qui n'est pas forcément hyper facile, on pourra y revenir, mais en tout cas, cette thèse sur l'extinction de l'État prolétarien, c'est une thèse fondamentale, et c'est ce qui permet de penser l'avènement du communisme de manière intrinsèquement liée aux moyens d'y arriver. Et donc de ne pas tomber dans une conception utopique ou fantasmée d'une société idéale, mais au contraire de concevoir le communisme à la fois comme une fin, mais aussi comme un mouvement réel, comme un mouvement abolissant l'état actuel des choses. Et c'est ce que notre camarade philosophe Emmanuel Barraud, qui est militant du NPA et de Révolution permanente, appelle les deux visages du communisme et qui font du communisme un projet stratégique. Là aussi, je lance des idées qui ne sont pas forcément évidentes, mais je vous renvoie à la vidéo d'une formation qu'avait fait Emmanuel Barraud, donc à une université d'été de Révolution permanente, dans laquelle il discute précisément de ça et qui est très intéressante. Bon, je finis en quelques minutes et je voudrais ouvrir la discussion en revenant à ce que je disais au tout début de mon introduction, quand je parlais de la crise actuelle. Et je voudrais interroger un petit peu plus profondément et à la lumière de tout ce que j'ai essayé de développer la notion de crise, puisque la notion de crise, c'est précisément ce qui permet de penser la possibilité de la révolution. Dans la mesure où les crises, c'est en quelque sorte ce qui vient rompre le fonctionnement normal de la société capitaliste et que c'est précisément dans ces moments de crise que l'apparente stabilité du système vacille et que donc s'ouvrent de nouvelles possibilités, de nouvelles brèches. Je voudrais ajouter que chez Marx et chez les marxistes en général, la victoire, c'est-à-dire la victoire de la révolution,
ça n'est jamais le fruit du développement spontané d'une crise du système. Au contraire, si on reprenait les mots de Lénine qui sont assez connus, qui dira « L'ancien gouvernement ne tombe jamais seul, même à l'époque des crises, il faut toujours le faire tomber ». Et c'est une idée que d'ailleurs Marx développe déjà à son époque, puisqu'il dira que la révolution des travailleurs, la révolution socialiste, c'est la première révolution consciente de l'histoire. Et c'est pour ça que, à la fois chez Marx, mais aussi chez Lénine, Trotsky et d'une manière générale chez tous les marxistes révolutionnaires qui se revendiquent de cet héritage, la question, c'est pas tant comme on l'entend parfois dans les milieux militants ou y compris les nouveaux militants, de savoir si est-ce que la révolution va avoir lieu, sous-entendu, est-ce qu'il est raisonnable de l'attendre et de l'espérer, mais au contraire, la question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'on va être en capacité, le moment venu, de transformer ces crises et ces situations révolutionnaires en révolutions victorieuses. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que le déclenchement des situations révolutionnaires, elles ne dépendent jamais, ça ne dépend jamais de l'œuvre des militants révolutionnaires. Bien souvent, les révolutions ou les situations révolutionnaires, elles commencent avec une goutte d'eau qui fait déborder le vase et personne, généralement, ne s'y attend. Mais la tâche des révolutionnaires, c'est d'essayer d'arriver dans ces moments-là le mieux préparé pour pouvoir jouer un rôle conscient, c'est-à-dire pour pouvoir créer les conditions de la victoire et pas simplement se faire balayer par le flot des événements ou simplement être témoin de l'histoire. Et cette préparation, c'est précisément le sens et l'enjeu, à mon avis, de construire une organisation révolutionnaire qui était déjà une idée développée du temps de Marx, mais aussi de former des militants conscients, engagés, capables de comprendre et d'intervenir dans les situations les plus diverses pour résister aux coups portés et surtout pour essayer d'incarner comme force matérielle, comme force physique, les idées, le programme et la stratégie de la révolution. Et en tout cas, c'est déjà comme ça, grosso modo, que Marx le formulera à son époque. Et ça me semblait important d'ouvrir la discussion sur ça. Et voilà, je suis désolée, j'ai été un petit peu plus longue que ce que je pensais. Je me reconnecte. Pardon. Et voilà. C'est à moi. Voilà, déjà, merci Marina. Évidemment. Remets ta caméra, non, Seb, je te vois pas, moi. Moi, j'ai mis ma caméra, mais je crois que le modérateur ne... Ah, ok. Bah, alors, c'est juste moi qui ne te vois pas. J'ai rien dit. Vous me voyez? Oui, on me voit. Voilà, c'est bon. Non, oui, ce que je disais, c'est merci beaucoup Marina pour cette présentation. Il y a eu beaucoup de questions. Enfin, vous avez été plus taiseux que les dernières fois, mais il y a eu quand même quelques questions intéressantes. Je vous jette un peu la pierre. Mais il y a plusieurs questions que je vais essayer de synthétiser et reformuler, bien sûr. Et peut-être la première qui est apparue, qui est très intéressante, c'est la suivante, en fait. Elle a été posée de la manière suivante, je cite, « Pourrait-on envisager un mécanisme inverse qui serait de petit à petit prendre le contrôle des moyens de production pour évincer la bourgeoisie du pouvoir politique ?» Je pense que si on le reformule autrement, est-ce que, par exemple, en fait, on pourrait grignoter des parts du pouvoir de la bourgeoisie dans les entreprises, dans la société, dans le marché, etc. Je pense, par exemple, à la forme coopérative de production, à la forme coopérative de consommation, qui sont des formes, en fait, qui sont alternatives justement au capitalisme et qui, voilà, quelqu'un évoque la question de la ZAD aussi, ce sont des formes alternatives au capitalisme et qui justement grignotent le capitalisme ou consomment, enfin, se créent au sein même du capitalisme, dans son intérieur. Et est-ce qu'il pourrait justement être une alternative à ce que tu as dit, à la révolution, comme irruption violente, comme événement? Est-ce qu'il y aurait par exemple une autre forme qui serait celle qui a été évoquée par cette personne? Et en fait, si tu veux, on peut même reformuler la question autrement. Comment est-ce qu'on articule la récupération des moyens de production à la question de la prise de pouvoir? Voilà, ça serait plutôt comme ça que ça pourrait être posé. Je ne sais pas si tu vois ma question, si c'est clair. Ouais. Oui, je pense que c'est clair. C'est un exercice pas facile. Là, je suis un peu épuisée d'avoir parlé pendant si longtemps, mais de ce que je comprends,
Je pense qu'il y a plusieurs dimensions à ce que tu dis. La première, c'est que, à mon avis, une leçon fondamentale de ce que dit Marx, mais y compris de l'expérience concrète des épisodes révolutionnaires, etc., c'est que ça n'est pas possible d'évincer la question de l'affrontement à l'État bourgeois. Dans la mesure où le pouvoir, c'est quelque chose qui est cristallisé, qui est centralisé. Et donc, effectivement, la bourgeoisie, elle a le pouvoir à la fois économique, mais elle organise et elle perpétue cette domination économique par son appareil d'État, qui lui-même est, en dernière instance, une bande d'hommes armés. Et donc, la première chose, c'est que il est possible de penser des batailles ponctuelles, des batailles concrètes, et donc de gagner des positions, ou de gagner même, y compris des batailles à l'échelle d'une entreprise, etc., ou d'une ZAD, ce genre de choses. Mais ce qu'il faut éviter, à mon avis, c'est de transformer ces batailles concrètes ou ces victoires partielles en fin en soi, c'est-à-dire comme si c'était un but en soi, c'est-à-dire la question à une échelle même d'une entreprise, par exemple, il est possible effectivement de essayer de récupérer une entreprise sous contrôle ouvrier, par exemple, mais y compris, je veux dire, même ces expériences-là, qui peuvent être les expériences les plus avancées, ça ne constitue pas la révolution en soi, dans la mesure où, ou même par exemple, si on prend la question des ZAD, on voit bien que, y compris pour pouvoir gagner localement sur une ZAD, il y a besoin de construire un rapport de force qui est plus global, et que grappiller, enfin les hypothèses qui pensent que c'est possible de grappiller progressivement le pouvoir d'État sans que la bourgeoisie s'en rende compte, à mon avis, c'est quelque chose qui est assez illusoire, puisque, encore une fois, la bourgeoisie, elle dispose de tout un tas de moyens économiques, politiques, médiatiques, etc., répressifs surtout, qui vont permettre de mettre un frein à ces expériences-là. Et du coup, à mon avis, il faut réussir à penser, encore une fois, des batailles concrètes, mais l'enjeu, c'est de voir comment est-ce qu'on les articule à une perspective plus d'ensemble, une perspective stratégique de conquête du pouvoir qui ne pourra pas faire, encore une fois, l'économie de penser l'affrontement avec la bourgeoisie organisée comme classe, c'est-à-dire un pouvoir centralisé, quoi. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, quoi, mais... Merci. Non, je pense que tu réponds un peu à la question. En fait, c'est une vraie question qui surgit aujourd'hui, notamment avec la question des ZAD et la question en fait soit des monnaies alternatives, soit des coopératives. En fait, c'est une question qui surgit enfin, de manière périodique et sans cesse dans le capitalisme. Et j'imagine en fait qu'avec la crise économique, la question va se poser enfin, encore une fois. Donc voilà. Il y a plusieurs autres questions. Et il y a peut-être une question qui est plutôt ponctuelle et factuelle, mais qui est intéressante en fait, et qui est en fait assez rapide à répondre. Est-ce que tu peux revenir sur les différences entre marxisme et anarchisme dans ce que tu as dit dans ton exposé, s'il te plaît? Oui, alors ce que je disais, qu'à mon avis, ce qu'il faut retenir le plus sur cette différence entre donc l'anarchisme et les marxistes, c'est le fait que, comme ils disent Marx et Engels, marxistes et anarchistes, ils sont d'accord sur les buts finaux, le but final, c'est-à-dire l'existence d'une société sans classe, sans État, etc., mais ils ne sont pas d'accord sur les moyens. Pour Marx et les marxistes, l'anarchisme, c'est un rapport à l'État qui est essentiellement moral, c'est-à-dire une condamnation de l'État parce que voilà, l'État c'est quelque chose d'oppressif, etc. Mais comme il n'y a pas une compréhension aussi scientifique et profonde de ce qui rend possible l'État comme outil de domination d'une classe sur le reste de la société, c'est une critique de l'État qui reste assez impuissante. Et par exemple, je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure cet exemple-là, mais je ne sais plus où je lisais, vous connaissez peut-être l'exemple de la commune de Lyon qui a lieu un peu avant la commune de Paris et dans laquelle Bakounine va défendre la perspective, donc arrive au moment de la commune de Lyon, etc., et va publier un décret en abolissant l'État. Donc il publie un décret avec les travailleurs, etc., qui sont en train de s'insurger, d'abolition de l'État, mais
Enfin, je veux dire, ce décret-là, il a peu d'impact. Et Marx, il a une formule célèbre, je me rappelle, j'arriverai pas à ressortir la formule, mais il dira, après donc ce décret sur l'abolition de l'État, qui est le décret le plus révolutionnaire qui n'a jamais été promulgué, l'État sous la forme d'officiers armés est rentré par une petite porte que Bakounine n'avait pas envisagée et a en gros réprimé tout le monde dans le sang, etc. Et à mon avis, c'est une idée qui est assez intéressante. Et bon, donc je disais quelque chose qui est assez impuissant, puisque en gros, c'est penser que c'est possible de supprimer l'État, alors qu'en fait, l'État n'est lui-même que l'expression d'une domination de classe et de l'existence de classe sociale, mais c'est aussi une conception qui est fondamentalement, je pense, antipolitique. Et d'ailleurs, les Marx et Engels vont écrire plusieurs articles, dont un article de polémique avec les anarchistes qu'on pourra envoyer si jamais, que je trouve assez intéressant, qui, je crois, s'appelle l'indifférence à l'égard de toute politique, dans lequel il dit, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire Marx, il va dire oui, la classe ouvrière, elle doit faire de la politique. Elle ne doit pas faire de la politique politicienne au sens purement parlementaire, bourgeois du terme, mais elle a besoin de formuler un programme politique parce que sinon, elle n'est pas capable de formuler un programme qui permette de penser le dépassement de la société bourgeoise. Et par exemple, penser un programme politique, c'est une question absolument centrale si on pense que la révolution, si elle est dirigée par la classe ouvrière, elle a aussi besoin de nouer des alliances et notamment de formuler un programme qui permet de s'allier avec une partie de la petite bourgeoisie, par exemple. Et tout ça, ce n'est pas possible d'être fait simplement directement sur le terrain simplement économique. Et donc voilà, donc c'est une autre différence, à mon avis, qui est peut-être plus compliquée à saisir avec l'anarchisme, qui est donc le rejet de toute forme politique par opposition à ce que Marx défend, donc d'une perspective d'une politique ouvrière, hégémonique, etc., qui permettent de donner corps et donner des perspectives à l'ensemble des revendications qui peuvent exister des différents secteurs et différentes fractions de classe des opprimés, quoi. Voilà. Et bon, aujourd'hui, on voit que, par exemple, les anarchistes d'aujourd'hui, même si c'est franchement assez imprécis et caricatural de le dire comme ça, mais je le dis parce que peut-être c'est ça aussi que les personnes ont en tête, les anarchistes d'aujourd'hui, ou en tout cas, par exemple, les débats avec les courants plus type Black Bloc, c'est-à-dire qui envisagent la question de l'affrontement vis-à-vis de l'État bourgeois. Les Black Blocs, par exemple, ils comprennent, comme les marxistes, que l'État bourgeois, c'est en dernière instance une bande d'hommes armés et qu'il faut s'organiser contre. Mais les Black Blocs, ils vont faire d'une tactique qui est importante, c'est-à-dire d'être y compris en capacité de s'organiser concrètement et militairement, ils vont faire une stratégie et ils vont penser, ils vont réduire la question de l'affrontement à l'État bourgeois à une question simplement militaire. Et donc c'est encore une fois il balaye une fois de plus quoi, la question du plan politique, quoi. Ouais, merci beaucoup. Il y a une question qui est revenue en fait à plusieurs reprises et de manière différente, qui est un peu une grande question, une grosse question. En fait, enfin, je vais essayer de la décliner en trois moments. Je ne sais pas si tu as de quoi noter. Mais tout d'abord, c'est quelle est la différence entre dictature du prolétariat et communisme? Je pense que tu as commencé à l'évoquer, mais est-ce que tu peux le spécifier? Enfin, c'est pas la même chose. En quoi c'est pas la même chose? Et il y a beaucoup de questions qui sont revenues, qui sont des questions qui me semblent normales en fait, qui sont de dire est-ce que la révolution, je reformule bien sûr, est-ce que la révolution aboutit forcément à une dictature? Est-ce que une révolution aboutit forcément sur le stalinisme? Est-ce que par exemple, si la fin du pouvoir de la bourgeoisie, c'est la fin du pluralisme politique? Et en quoi est-ce que l'État est censé disparaître après la révolution? En gros, il y a beaucoup de questions sur la question de la dictature du prolétariat et la société dans l'immédiat après révolution, c'est-à-dire la société révolutionnaire en quelque sorte. C'est une société qui n'est pas communiste encore, mais qui est une société de transition justement où le pouvoir de la bourgeoisie n'existe plus. Évidemment, c'est une question qui n'est pas évidente, mais voilà. Quel est ton avis, toi, et
Voilà. Ouais, alors je propose de faire une réponse en deux temps, dans la mesure où, à mon avis, pour des questions méthodologiques, je vais d'abord répondre à la question sur la différence entre la dictature du prolétariat et le communisme, et je répondrai ensuite sur la question du stalinisme, qui est totalement normal que cette question se pose, mais pour essayer de distinguer un peu les deux, puisque précisément, ça n'a rien à voir, et donc du coup, je vais essayer de montrer pourquoi. La différence entre la dictature du prolétariat et du communisme, pour partir du communisme, le communisme, c'est la société, une société sans classe, sans État, c'est-à-dire sans exploitation et sans oppression. C'est, Marx, il dira, il a une formule assez jolie pour dire, c'est le début de l'histoire humaine, dans la mesure, en exprimant que dans la société de classe, on est encore à la préhistoire, puisqu'on est encore au règne de la nécessité par rapport et par comparaison avec le règne de la liberté que serait le communisme. Et le communisme, c'est une société où le libre développement de tous est possible par le libre développement de chacun. C'est une société où, la formule que je n'arrive jamais à ressortir comme il faut, mais à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités, etc. Donc ça, c'est le but final, on va dire. Mais en même temps, comme le communisme chez Marx et les marxistes, ça n'est pas précisément un monde fantasmé où en fait on se réunit entre nous et puis on essaye de dessiner hyper concrètement quel va être le monde idéal, qui par ailleurs est souvent une idée qu'on reproche aux marxistes ou aux communistes, de dire oui, mais vous êtes des utopiques, vous vivez dans vos rêves, etc. En fait, pas du tout, puisque précisément le communisme, c'est à la fois le but, mais aussi le mouvement réel, c'est-à-dire le communisme, il naît à partir du sol de la société où on est, il se développe à partir de ce sol-là, et c'est de là qu'on doit penser la question de la transition, puisqu'on voit bien qu'entre la société capitaliste, je sais pas, où on est tous exploités, où on est tous déformés, y compris subjectivement, psychologiquement par cette société-là, et le communisme que je définissais très largement il y a un instant, on voit bien qu'il y a un monde, et ce monde, précisément, c'est la dictature du prolétariat. C'est, en gros, Marx, il va employer une formule, mais il faut prendre, à mon avis, il faut faire attention à comprendre bien entre les différentes phases du communisme, avec la phase inférieure et la phase supérieure, et l'idée, en gros, d'essayer de caractériser justement comment est-ce qu'on parvient à l'une à l'autre. Et donc, la dictature du prolétariat, c'est précisément la phase inférieure, enfin, c'est en tout cas cette transition entre la prise du pouvoir de la classe ouvrière, donc dans le capitalisme, et le communisme. Mais pour pouvoir passer de l'une à l'autre, il y a besoin de la transition. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une transition? Je le disais déjà tout à l'heure, parce que la bourgeoisie, elle ne va pas regarder, elle va pas nous regarder en disant « Ok les gars, très bien, vous avez gagné, je vous donne les clés de toutes les révolutions qui permettent, etc. etc. » Donc, c'est s'organiser pour mater la contre-révolution et étendre la révolution, puisque, comme je le disais tout à l'heure, et c'est là où ça prend des dimensions énormes, mais la révolution, le communisme, il n'est pas possible à l'échelle d'un pays, puisque le capitalisme, c'est un système qui est mondialisé, la société de classe aussi, etc., et que la bourgeoisie d'un pays où la révolution, elle commence, elle va s'organiser avec les autres bourgeoisies. Donc, bref, donc il y a besoin, de s'organiser. La dictature du prolétariat doit organiser la défense et l'extension de la révolution, mais doit aussi préparer ce que Marx appelle les bases économiques à l'extinction de l'État, puisque l'État, c'est un instrument de la lutte de classe, c'est un appareil qui naît à partir du moment où la société, elle se divise en classes sociales. Autrement dit, les bases matérielles, les conditions de possibilité de l'État, c'est l'existence de rapports d'exploitation, de classes sociales, etc. Et donc, si la dictature du prolétariat, elle socialise ses moyens de production, qu'elle les répartit dans les mains de tous, gérés démocratiquement, collectivement, etc., ça veut dire que progressivement, il n'y a plus de division entre une classe qui accapare ses moyens de production et qui exploite le reste, et que donc, progressivement, il n'y a plus de classe sociale, et c'est pour ça que Marx dira que la dictature du prolétariat, elle va avoir un programme qui va avoir pour conséquence de supprimer sa propre domination. Je ne sais pas si c'est hyper compréhensible, clair, etc., parce que de toute manière, c'est une question qui n'est pas évidente, mais voilà. Donc, dictature du prolétariat, c'est
cette phase de transition, et y compris, nous on dit dictature du prolétariat, j'imagine, et c'est normal, les mots sont chargés de sens, donc pour vous qui l'entendez pour la première fois ou qui l'entendez pas souvent, encore une fois, il faut retenir l'idée qui est derrière. La dictature du prolétariat, c'est la domination de la majorité sur la minorité, c'est-à-dire c'est, pour Marx et Engels, c'est la forme d'État le plus démocratique qui peut exister dans une société de classe, par opposition à la dictature de la bourgeoisie, qui est la dictature d'une infime minorité sur l'ensemble de la société. Donc ça, c'est pour, j'espère, donner quelques pistes sur dictature du prolétariat, communisme, etc. Et maintenant, sur la question du stalinisme, déjà, il faut commencer par dire que le stalinisme, c'est tout sauf le communisme. C'est quelque chose qui est absolument important. Le stalinisme, c'est un État ouvrier bureaucratisé, dégénéré. Bon, il y a plusieurs questions relatives au stalinisme. Je ne pourrais pas revenir sur tout, mais ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que, bon, d'une part, le stalinisme et la bureaucratisation qui a lieu en URSS, elle est notamment due à l'isolement de la révolution en Russie, dont on va parler jeudi prochain avec Jean-Philippe dans le cycle Histoire des révolutions. Et puisque l'isolement de la révolution en URSS et le développement d'une bureaucratie autour de Staline notamment va en gros être l'effet d'une contre-révolution au sein de la révolution. Et bon, c'est important de voir que nous, je veux dire, nous, Révolution permanente, militants au NPA, etc., on se revendique du trotskisme, dont on parlera dans la suite de ce cycle Marxisme et stratégie, si ça vous intéresse. Et le trotskisme, c'est, enfin, ce que les staliniens au début appelaient d'ailleurs les trotskistes, c'est ceux qui se sont le plus organisés pour résister précisément à cette contre-révolution au sein de la révolution, à la fois sur des questions démocratiques, puisque avec Staline, il va y avoir tout un ensemble de purges, de mesures antidémocratiques, etc., au sein du parti et de l'État, mais aussi d'un point de vue politique et programmatique, puisque Trotsky va notamment défendre l'idée que ça n'est pas possible d'arriver à une société communiste dans un seul pays, chose qui est pourtant théorisée à l'époque par Staline, mais qu'au contraire, comme je le disais tout à l'heure, c'est une idée qui est déjà présente un peu du temps de Marx, mais c'est notamment Trotsky qui va beaucoup insister là-dessus, que la révolution, elle commence certes à l'échelle nationale, mais elle doit nécessairement se continuer à l'échelle mondiale, et ça n'est pas possible d'envisager le communisme à l'échelle d'un seul pays. Donc voilà, et y compris donc voilà, les Trotsky, je le disais, ils se sont fait écrasés, purgés, mais liquidés, y compris physiquement. D'ailleurs, Trotsky, vous savez, il a été assassiné par un agent de Staline, mais je veux dire, c'est dans l'ensemble des partis communistes qui étaient liés donc à l'URSS, ils se font réprimer énormément, quoi. Et voilà. Et après, donc tout ça pour dire que stalinisme, ça n'est pas le communisme, et ça n'est même pas la dictature du prolétariat. Et revenir aussi sur le fait que c'est totalement normal que cette question du Staline, elle soit posée. Et à la fois, il faut faire attention quand on se la pose, à mon avis, parce que la question du stalinisme a été instrumentalisée énormément par la bourgeoisie pour disqualifier tout projet d'émancipation sociale. C'est-à-dire l'idée de dire ouais, mais en fait, Staline, le verre était déjà dans la pomme, et en fait, on peut déjà trouver, soit chez Lénine, soit chez Marx, pardon, des idées qui, en germe, portaient toute l'horreur du stalinisme. C'est archi pratique pour la bourgeoisie, puisque ça permet de disqualifier absolument tous les projets d'émancipation et d'alternative au système capitaliste. Et c'est pour ça que je disais au tout début de mon introduction que ça fait du bien de parler de révolution aujourd'hui, quand la révolution redevient une idée un peu à la mode et une perspective concrète, mais que moi, je sais pas, je suis née dans les années 90, c'est le moment où la restauration capitaliste a lieu sur l'ensemble du globe, et où il y a tous les discours hyper triomphalistes en mode « there is no alternative », ça n'est pas possible de penser une alternative au système capitaliste, c'est le moins pire des systèmes, etc., etc. Et donc, le stalinisme a été énormément, à mon avis, instrumentalisé par, encore une fois, la bourgeoisie et la réaction idéologique. Et du coup, je pense que c'est important de à la fois dénoncer, évidemment, on n'a rien à voir avec le stalinisme, et à la fois d'être conscient de cette entreprise idéologique qu'il y a derrière aussi, quoi. Merci, c'était très complet.
Déjà, enfin, il y a plein de questions qui ont surgi. En fait, ça va être difficile de les répondre à toutes les questions. Donc, on vous invite en fait à nous les envoyer par mail. On essaiera dans la mesure du possible de répondre à vos questions. En fait, il y a une question qui n'a pas été posée directement, mais qui, à mon avis, est quand même assez importante. En fait, c'est en fait la question de savoir que, enfin, parce qu'on a parlé de révolution, on a parlé de révolutionnaire, on a parlé de la Commune de Paris de 1848, etc. Mais en fait, comme tu as dit en introduction, la question de la révolution euh, se pose aujourd'hui, c'est-à-dire dans le sens où on a vu en fait des insurrections, on a vu des révolutions en 2011, on a vu des insurrections comme celle des Gilets jaunes, comme celle au Chili, en Équateur, au Liban, en Irak, etc. Et donc du coup, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est qu'est-ce que c'est que d'être révolutionnaire aujourd'hui? C'est-à-dire que si tu as parlé en fait des révolutions par le passé, qu'est-ce que c'est que d'être révolutionnaire aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que de lutter pour une révolution aujourd'hui? C'est des questions pas évidentes à chaque fois, qui sont hyper complexes. Question presque existentielle. Qu'est-ce que c'est être révolutionnaire aujourd'hui? Il y a plein de niveaux de réponses possibles dans cette question, mais bon, déjà, être révolutionnaire aujourd'hui, à mon avis, c'est s'approprier et comprendre ce que j'ai essayé d'exposer, c'est-à-dire une partie, y compris parce que, bon, Marx, il formule tout un tas d'hypothèses stratégiques et politiques, programmatiques, etc., qui sont fondamentales, qui sont des acquis du mouvement ouvrier international et du mouvement révolutionnaire, mais l'histoire de la lutte des classes ne s'est pas arrêtée à Marx, et donc nécessairement l'expérience du prolétariat non plus. Donc, c'est déjà une première tâche, à mon avis, des militants révolutionnaires, c'est de réussir à s'approprier cet ensemble d'expériences du passé, d'avoir une boussole stratégique, puisque une idée qui est absolument centrale, à mon avis, et qui m'anime, enfin moi et à mon avis mes camarades, c'est que sans cette compréhension et sans cette boussole stratégique, c'est difficile d'intervenir dans la situation. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'être marxiste ou d'être révolutionnaire pour participer à la lutte de classe. La lutte de classe existe et existait avant qu'existaient les révolutionnaires. Mais les révolutionnaires, ils essayent d'être les plus conscients possibles pour être en capacité d'intervenir dans absolument toutes les situations, que ce soit des situations plus difficiles ou plus faciles, des situations plus de paix sociale, entre guillemets, ou des situations plus explosives, etc. Et d'être en capacité d'intervenir dans toute cette pluralité de situations avec à chaque fois cette même boussole stratégique qui est absolument fondamentale puisque c'est pas juste des débats ou des polémiques entre les anards et les machins, nanana, et des discussions de café. En fait, le débat stratégique, c'est quelque chose d'absolument central puisque suivant la perspective stratégique, c'est-à-dire suivant l'idée que tu te fais de qu'est-ce que c'est la révolution et comment est-ce qu'on arrive à gagner cette révolution, cette boussole-là, elle va avoir une incidence sur absolument tout ce que tu vas faire et sur quelles sont les politiques ou non à mener. Par exemple, pour prendre un cas concret et essayer de concrétiser, l'idée que je défendais dans mon topo de dire il y a besoin de penser un affrontement avec l'État bourgeois, avec le pouvoir de la bourgeoisie, et d'opposer à ce pouvoir politique de la bourgeoisie le pouvoir politique de la classe ouvrière en alliance avec l'ensemble des exploités et des opprimés. Il y a une formule que je n'ai pas utilisée, mais qui est la question de la dualité de pouvoir, c'est-à-dire l'idée de dire à ce pouvoir de la bourgeoisie, on oppose notre propre pouvoir. Bon, cette perspective de la dualité de pouvoir, qui est donc une perspective qui sert à la fois à penser la révolution, donc le moment avancé de la lutte de classe, mais c'est aussi ça qui permet de penser comment est-ce qu'on intervient dans la situation actuelle et très concrète. Par exemple, aujourd'hui, dans la crise du Covid, on voit bien que, et par exemple, moi, pardon, je réfléchis en même temps que je parle, mais moi, un camarade avec qui je suis en confinement, qui travaille dans l'aéronautique, et il y a eu toute une vague de conflits, de mobilisation au début là, du confinement pour revendiquer le fait que ça n'était pas un secteur essentiel et que donc il fallait que la production elle cesse. Bon, cette première bataille, donc mon camarade Gaëtan dans l'aéronautique, il a porté évidemment le fait qu'il fallait mettre un stop à la production non essentielle, mais au-delà même de cette revendication plus immédiate, il a essayé de porter un programme de contrôle ouvrier, c'est-à-dire de questionner le fait que ça n'est pas au patron de sa boîte ou au patron de l'aéronautique en général et au gouvernement de décider
si on produit, comment, qu'est-ce qu'on produit, dans quelle mesure, etc. Mais que c'était aux ouvriers, que c'était eux qui étaient légitimes pour s'organiser, etc. Donc ça, c'est la politique qu'il a menée. Donc sur une question très concrète qui était, fallait-il ou non continuer à produire et comment? Mais en réalité, pourquoi est-ce que Gaëtan il a mené cette politique et pas une autre? C'est parce que précisément, il voyait comment est-ce que comment est-ce que cette question du contrôle ouvrier s'était poser la question de la dualité de pouvoir, c'est-à-dire exprimer le fait que la classe ouvrière, elle ne doit pas faire confiance à la bourgeoisie, et à la bourgeoisie, y compris ponctuelle, c'est-à-dire à celui qui possède l'entreprise où il est, mais qu'au contraire, elle doit se mobiliser ses propres moyens, avec son propre programme, ne pas faire confiance, etc. Et donc, d'une certaine manière, je ne sais pas si ça se comprend ce que je veux dire, mais être révolutionnaire aujourd'hui, c'est réfléchir avec la boussole stratégique des idées de Marx, Lénine, Trotsky et tous les révolutionnaires dont on se revendique, pour essayer de voir comment est-ce que concrètement, dans une situation immédiate, on peut intervenir et surtout, articuler ces batailles concrètes, ces batailles ponctuelles à notre objectif plus global d'ensemble qui est le renversement de l'appareil d'État bourgeois, la révolution et le communisme. Et du coup, c'est pas toujours évident, mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une organisation révolutionnaire, puisque l'organisation révolutionnaire, c'est précisément celle qui incarne le programme, la stratégie, les idées de la révolution et qui permet de faire le lien entre cette somme de batailles ponctuelles, parce que là je parlais de Gaëtan parce que c'est mon copain, il est dans l'aéronautique, mais on pourrait penser aux camarades cheminots, etc., et aux camarades étudiants. Toutes les luttes ponctuelles doivent être menées et elles doivent être articulées à une perspective d'ensemble, et c'est ce qui permet, et c'est ce qui permet de ne jamais perdre de vue, c'est-à-dire c'est ce qui permet de à la fois tu vas pas être révolutionnaire aujourd'hui, c'est pas simplement tu tiens ton drapeau rouge et tu expliques à tout le monde, ouais, mais toi, tu es en train de te mobiliser pour un truc de merde, genre tu demandes juste à faire fermer ton usine alors que moi, je suis le vrai révolutionnaire qui veut la révolution. Ce serait totalement débile et ce serait totalement, je suis en train de m'enflammer là, ce serait totalement contre-productif puisqu'on pense que la révolution, il y a besoin de convaincre les masses et la majorité de la population pour la faire. Donc, on ne va pas répondre ça aux gens. Et à la fois, on n'est pas simplement non plus... on ne pense pas non plus qu'une bataille, c'est une fin en soi. On va toujours chercher à essayer de les articuler à donc cette perspective d'ensemble plus globale. Et d'ailleurs, c'est aussi une idée qui est présente dans le manifeste du Parti communiste. Enfin bon, bref, j'arrête, il faut faire un point à un moment de la discussion. Et juste pour dire, parce que à mon avis, je voudrais juste terminer sur une idée, quelque chose que je tenais à dire, surtout si on parlait plus de l'actualité, qui est... à mon avis, c'est fondamental de voir comment, comme je le disais, le marxisme, c'est quelque chose de vivant qui doit se mettre à l'épreuve de la réalité concrète. Et cette réalité, elle n'est pas chimiquement pure. Et par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est... Enfin, nous, on a écrit que c'était le retour du spectre de la révolution, le mouvement des Gilets jaunes. Et pourtant, c'était un mouvement qui n'était pas du tout conventionnel, entre guillemets, puisque ce n'était pas un mouvement de grève, etc., avec les secteurs dont on a l'habitude qu'ils se mobilisent dans la classe ouvrière, etc., etc. Mais nous aussi, on a essayé, modestement, mais à mon avis, on a plutôt réussi, à essayer de faire comme Marx, il faisait se mettre à l'école des insurrections réelles ou des grands mouvements de notre classe, et on a publié notamment un bouquin avec notre petite maison d'édition communarde, qui s'appelle, communarde d'ailleurs, donc la commune, qui s'appelle « Gilets jaunes, le soulèvement », qui est un livre écrit par un camarade de Révolution permanente qui s'appelle Juan Chingo, qui est un des camarades qui écrit beaucoup d'articles sur Révolution permanente, et dans lequel Juan, il essaye précisément de tirer les leçons et les enseignements de ce grand mouvement de notre classe, de voir à la fois ces acquis énormes, et notamment le fait, si on dit que c'était le retour du spectre de la Révolution, c'est déjà un bel acquis, toute la radicalité, etc., qui s'est exprimée dans ce mouvement-là, et à la fois aussi d'essayer de discuter ses angles morts, ses limites, et donc de formuler des hypothèses. Et à mon avis, c'est assez... moi, je suis assez contente, y compris c'est moi qui ai édité le livre, donc voilà, mais surtout, je pense que les hypothèses qui étaient formulées par Juan au moment où on l'a sorti, c'est-à-dire au mois de juin 2019, elles se sont pour beaucoup vérifiées, puisque une des hypothèses que formulait Juan, c'était l'idée de dire est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, par sa radicalité, etc., il va être en capacité de contaminer les secteurs plus traditionnels du mouvement ouvrier, dont on a besoin aussi qu'ils se mobilisent si on veut penser la révolution. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire se contaminer? C'est notamment de dire on en a marre de la politique
dialogue social, etc., des directions syndicales, et on veut poser, nous aussi, des perspectives beaucoup plus radicales dans nos moyens d'action, nos revendications, etc. Et cette perspective d'une gilet jaunisation, comme il le formulait, c'est quelque chose qui s'est vérifié. Et par exemple, l'énorme mouvement de la bataille contre les retraites, la grève historique exemplaire des camarades de la RATP et cheminots, le fait qu'il y avait ce qu'on a appelé avec RP Dimanche un réveil de la base, c'est-à-dire une contestation des directions bureaucratiques du mouvement syndical, ça a été un effet partiel, mais à mon avis central de cette gilet jaunisation. Et d'ailleurs, même ce terme est passé je veux dire, au début, on était les seuls à le dire, et à la fin, tout le monde reprenait. Donc, je ne sais pas si tout le monde a lu le livre de Juan Chingo, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est que, à mon avis, ça montre que les intuitions politiques qu'on avait pu formuler, elles se sont vérifiées au moins en partie. Et je pense que c'est très important parce que, encore une fois, moi, je pense que c'est fondamental d'apprendre la théorie, etc. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait tout ce programme de formation, donc d'apprendre du passé, mais de toujours chercher à mettre ces acquis-là à l'épreuve de la réalité et de montrer que dans la réalité concrète, les révolutionnaires, c'est ceux qui proposent le programme et la stratégie qui permettent de gagner, quoi. Voilà, c'était une méga longue réponse, mais en même temps, la question n'était pas évidente. Bon. Merci, j'ai vu que tu t'es emballé vers la fin, mais c'était très bien. C'était très intéressant. Déjà, merci encore une fois. Du coup, on s'arrête ici. Comme je vous ai déjà dit, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Donc, si vous voulez nous les envoyer, n'hésitez pas. Et encore, je répète, si vous voulez continuer à discuter avec nous, il y a les cercles RP virtuels. Parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après le 11 mai. Donc, évidemment, nous, on va continuer à discuter, à faire des formations, à faire des exposés, etc., etc. Les thèmes que vous avez proposés sont très intéressants. Il y en a quelques-uns qui étaient déjà prévus, d'autres qu'on retient. Et donc, on se dit au revoir et à jeudi prochain pour ceux qui veulent entendre parler de la révolution russe, puisqu'il a été beaucoup de questions de révolution, mais la révolution russe, c'est un peu le modèle de révolution dans le sens où c'est une révolution où tout un tas de choses se sont posées et où il y a énormément de discussions intéressantes, de stratégies, de politique, de ceci, de cela, etc. Donc, jeudi prochain. Au revoir. Merci, à Au revoir. bientôt. Ciao, ciao.